Coucou, nouvelle vidéo pour cette fois parler du trouble borderline. Déjà, je vous montre deux livres que j'ai lus sur le trouble. Il y a le manuel du borderline de Martin Dessay, Bernadette Grosjean et Nader Peroud. C'est normalement des psychiatres ou psychothérapeutes. Oui, il y a un médecin psychiatre, psychothérapeute et professeur à l'université de Namur. C'est Martin Dessay. Bernadette Grosjean, médecin psychiatre spécialisée en trouble borderline. Elle enseigne la psychiatrie à l'université UCLA aux États-Unis. Et puis Nader Peroud est psychiatre et psychothérapeute aux hôpitaux universitaires de Genève et docent à la faculté de médecine de l'université de Genève. Donc voilà, moi je fais confiance quand c'est écrit par des psychiatres et psychothérapeutes. Puis celui-ci normalement c'est écrit par un psychiatre, oui. Celui-ci c'est les Borderline écrits par professeur Bernard Granger et Daria Karaklik. Et du coup, Bernard Granger est psychiatre et psychothérapeute, membre de l'Association française de thérapie cognitive et comportementale. C'est une des thérapies associées au trouble borderline. Professeur à l'université Paris-Descartes et responsable de l'unité de psychiatrie de l'hôpital Tarnier. Et puis Daria Karaklik, docteur en psychologie clinique, attachée d'enseignement et de recherche en psychopathologie à l'Institut de psychologie de l'université Paris-Descartes. Voilà, donc ces deux livres-ci, je les ai lus sur Amazon. Et c'est pas des placements de produits. Hein. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'écris un livre depuis presque un an sur le trouble borderline. Du coup, moi, là, j'ai pris mon PC avec mes notes. Avec mon livre en gros en PDF, comme ça je vais prendre des infos que j'ai déjà notées là pour vous les dire dans la vidéo. Parce que je vais pas tout sortir de ma mémoire, je vais oublier plein d'informations, donc vaut mieux avoir mon livre sous les yeux. Et voilà, et mon livre il sort quand? Bah il sort dans quelques mois je dirais. Mais voilà, faut vraiment que je peaufine, que je termine des petits détails et c'est bon. Du coup, pour parler du trouble borderline, on va répéter encore les 9 critères diagnostiques, sachant qu'il en faut minimum 5 sur les 9 pour être diagnostiqué borderline. Il faut que ces critères ils persistent, faut pas que ça fasse que 2 mois que t'es comme ça et que après tu l'étais plus. Enfin bref, faut que ça fasse des années que t'es comme ça, que ce soit stable. Et il faut être diagnostiqué majoritairement à l'âge adulte, parce qu'en fait, durant l'adolescence, c'est normal d'avoir une identité instable, tu te cherches encore. Voilà, tu peux être plus émotionnel, une difficulté de dysrégulation émotionnelle et tout. Donc voilà, pour ça que normalement c'est diagnostiqué à l'âge adulte, à partir de 25 ans, parce qu'en psychiatrie, t'es considéré comme adulte à partir de 25 ans. Donc voilà ce qu'il en est. Du coup, les 9 critères, alors on va le faire de tête, je vais pas lire mon livre. Effort effréné pour éviter un abandon réel ou imaginaire, genre la peur de l'abandon quoi. L'instabilité dans l'image de soi, dans l'estime de soi, tout ça, l'instabilité dans les relations, valorisation, dévalorisation des gens, l'instabilité émotionnelle et affective, voilà la dysrégulation émotionnelle, la colère extrême et incontrôlable, tu vois les crises de colère, tout ça. La survenue d'épisodes paranoïaques ou de dissociation. L'impulsivité dans au moins 2 domaines dommageables, par exemple la conduite à risque, les comportements sexuels à risque, les achats impulsifs, ça peut rentrer dedans. Enfin, les crises de boulimie, tout ça. 8e, le sentiment de vide chronique. Et 9e, les comportements suicidaires, les comportements d'autodestruction ou automutilation. Ok, là dans mon livre, dans le sens, j'ai commencé par parler de moi, comment je vis le trouble en dehors des critères diagnostiques, genre vraiment de façon plus personnelle plutôt que citer 9 critères comme ça sans que tu comprennes rien. Du coup, c'est ce que je vais faire aussi, je vais vous parler de comment moi je vis le trouble. Parce que oui, je suis diagnostiquée borderline si je ne l'ai pas précisé. Du coup, le trouble borderline, comment tu le vis? Il y en a qui appellent ça aussi, qui disent oh, ça ressemble à un trouble bipolaire mais plus rapide et tous les jours. Ben en fait non, parce qu'un trouble bipolaire c'est un trouble de l'humeur, mais je vois ce qu'ils veulent dire, c'est que tu changes vite d'humeur, d'émotion, c'est plutôt des variations émotionnelles dans le trouble borderline plutôt que des variations d'humeur. Tu vas avoir des comportements, dépressifs, c'est-à-dire des TS, de l'automutilation, tout ça, tout ce que tu retrouves dans une phase dépressive du trouble bipolaire. Donc je comprends qu'ils disent ça, mais il faut pas dire ça, parce que c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est un trouble de la personnalité, il y a le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur, voilà. Du coup, moi, comment je le vis, le trouble borderline? Du coup, du matin au soir, je vais pas du tout être dans le même état. En fait, je vais passer une journée super euphorique, super bien. Il va falloir qu'on me dise un truc, qu'on me fasse une remarque. Et là, je bascule dans l'autre monde, vraiment. Genre là, je suis super mal. D'un coup, je perds tout espoir, toute estime de moi. D'un coup, je me dis, vaut mieux que je meure. Enfin, je suis trop nulle et tout. Enfin, vous avez capté, le matin, j'étais euphorique. L'après-midi, il y a eu un déclencheur, parce qu'il y a toujours un déclencheur. Et hop, c'est la fin du monde pour moi. Mais ensuite, 3 heures plus tard, en fait, ça reva mieux. Voilà. Du coup, on dit que dans le trouble borderline, on voit en noir et blanc.
soit c'est hyper mal, tu vois, un truc un petit peu mal, non, c'est hyper mal, c'est waouh. Ou soit un truc un peu bien, non, c'est super bien, c'est blanc, tu vois, noir et blanc, genre, on vit dans les extrêmes, tu vois, un petit truc, on va l'exagérer. Donc, c'est pas de notre faute, c'est comme ça, mais voilà, c'est ce qu'on dit du trouble borderline. Dans le trouble borderline, du coup, j'ai dit qu'on a un sentiment de vide chronique. On se sent vide, on sent être une coquille vide, on sent qu'on n'a pas d'identité, tout ça. Bah, en fait, dans le trouble borderline, on va préférer souffrir que ne rien ressentir. C'est pour ça qu'on peut se faire du mal parfois, parce qu'on se sent tellement vide qu'on a envie de ressentir des choses fortes, mais ça va pas forcément être du bien. Parfois, ça va être du mal, mais c'est juste pour ressentir quelque chose, parce que sinon, on se sent vide, c'est trop vide, c'est... Tu te sens pas exister, donc t'es obligé de te mutiler, par exemple, pour te sentir vivre. Du coup, dans le trouble borderline, on est beaucoup à avoir eu des addictions, que ce soit alcool, drogue. Le trouble borderline, en français, on l'appelle ça trouble de la personnalité limite. Et du coup, moi, j'aime bien dire qu'on est toujours à la limite. Tu vois, là, il y a une échelle. Là, c'est noir, là, c'est blanc, là, c'est gris, là, ça va du noir au gris, là, ça va du gris au blanc. Mais en fait, nous, on est toujours soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de milieu, en fait. Genre, nous, on est tout le temps extrême. S'il y a un truc un peu pas bien, bah, c'est direct noir. S'il y a un truc un peu bien, c'est direct blanc. Voilà, on est toujours à la limite. Donc, quand tu nous fais quelque chose de mal, bah, on va se sentir... Enfin, quelque chose d'un petit peu mal, hein, juste un truc un peu méchant. On va se sentir extrêmement mal. Pour nous, c'est la fin du monde. Pour nous, c'est... J'ai envie de mourir. Mais si tu nous fais un truc un peu bien, une petite attention, je t'ai rappelé d'un petit truc à propos de nous, bah là vraiment on est hyper reconnaissant, hyper heureux et voilà. Aussi quelque chose que je vis dans le trouble borderline, c'est que parfois une petite remarque, bah ça va me toucher mais un milliard de fois plus fort que pour quelqu'un de normal. Enfin vous avez capté. Une petite remarque, ça va se jouer en boucle dans ma tête pendant tellement longtemps et je vais pas réussir à l'oublier et je vais tellement m'en vouloir. Genre par exemple, tu me dis, tu me fais une reproche par exemple que j'ai mal fait un coup de pied au taekwondo, parce que je fais du taekwondo, et tu me le dis d'une façon un peu méchante. Bah, ça va tellement se jouer en boucle dans ma tête tout le temps, je vais me dire plus jamais je vais au taekwondo, je suis vraiment nulle, blablabla. Enfin, vous avez capté, genre un petit truc, on l'exagère tellement, mais voilà, c'est pas de notre faute, ça fait partie de l'instabilité émotionnelle et on voit en noir et blanc, on vit dans les extrêmes, c'est ça. Une chose que je précise parce que personne n'en parle jamais, c'est qu'il y a 256 combinaisons de critères diagnostiques du trouble borderline. Ça veut dire que il faut avoir minimum 5 sur 9 critères pour être diagnostiqué borderline. Donc il y en a qui auront tel ou tel critère, il y en a qui auront tel ou tel critère, il y en a qui en auront 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, en tout, il y a 256 combinaisons possibles. Donc moi, quand je vois des gens généraliser tous les borderline en pensant que tous les borderline sont pareils, mais pas du tout. Il y a 256 combinaisons possibles des critères diagnostiques borderline. Ça veut dire qu'il y a 256 types de borderline différents. Et en plus, chaque personne est différente parce que le trouble borderline, ça ne te définit pas complètement. Genre en plus de ça, t'as ta propre personnalité, t'as tes propres expériences, t'as ta propre histoire, t'as ton passé, t'as tout ça qui fait qu'on est encore plus différent. C'est-à-dire qu'il y a un borderline qui va être sans empathie, qui va être antisocial, qui va pas avoir de remords et tout. Et il y a un autre borderline qui va être super sensible, super empathique, super gentil, qui va se faire du mal qu'à lui-même. Il y en a qui parlent de quiet borderline, mais c'est pas encore un terme qui existe vraiment en psychiatrie. Le borderline silencieux, borderline intériorisé, mais il y en a qui appellent ça comme ça. Voilà, donc vraiment, d'un borderline à l'autre, ce sera vraiment pas la même chose, hein. Faut pas croire que les borderlines se ressemblent, pas du tout. Du coup, on parle de crise chez un borderline quand on bascule d'une émotion à une autre, comme je vous ai dit, d'un côté t'es euphorique et de l'autre, bah d'un coup, tout l'inverse, t'es le pessimisme complet. En fait, on te fait une petite remarque ou je sais pas, tu te disputes avec quelqu'un pour un petit truc, d'un coup tu vas te sentir trop mal, tu vas vraiment partir en crise, ce qui sera autour de toi, ce sera négatif, tu vas être complètement pessimiste, tu vas être comme dans une bulle, tu vas être comme coincé dans une bulle de pessimisme, de négatif, de chaque truc va te faire du mal, chaque truc va te déranger. Et ensuite, quelques heures plus tard, parce que les crises en général ça dure quelques heures, ça peut durer quelques minutes, au grand max un jour, 2 jours. Mais c'est pas comme le trouble bipolaire où ça dure des jours, des semaines, des mois, des années. Non, le trouble borderline c'est vraiment quelques heures, c'est rapide des crises. Du coup, dans une crise comme ça, souvent tu peux être irritable avec les personnes autour de toi. Moi, personnellement, je m'isole quand je suis en crise, donc voilà, je ne saurais pas témoigner de méchanceté que j'ai pu faire, à part avec mon copain parce qu'il était forcément avec moi parce qu'on est tout le temps à deux. Euh,
genre en crise, je vais dire des choses complètement négatives, parce que je suis prise de colère et des trucs comme ça. Mais ensuite, en sortant de la crise, j'ai tellement honte, je culpabilise tellement des choses que j'ai pu dire. Donc voilà. À savoir que vraiment, quand on est en crise, on se contrôle pas. C'est vraiment, c'est une dinguerie, hein, vraiment. D'un coup, tout va mal. Et après, quelques heures plus tard, tu redeviens normal. Et tu te dis, waouh, je me suis pas contrôlée et tout. Enfin, tu t'en veux, quoi. Moi, si j'ai été diagnostiquée borderline, je le répète, c'est parce que j'ai fait une TS. Et voilà, je savais pas du tout qu'on me diagnostiquerait borderline, je m'y attendais pas, hein. Moi, pour moi, j'étais dépressive. Et bah non. Voilà. Parce que ça se ressemble, le trouble borderline et le trouble dépressif, ça se ressemble en beaucoup de points. Là, je vais vous parler de l'histoire du trouble borderline. Du coup, je vais me baser sur ce livre-ci. Dès le début, ça parle de l'histoire. Du coup, il dit que le terme borderline, il a été introduit en 1980 par les États-Unis dans le DSM. Donc, pour la première fois, le trouble borderline a été reconnu dans le DSM. Et je précise, le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc, tous les troubles mentaux, il y aura les critères diagnostiques dedans. Voilà, si jamais vous savez pas ce que c'est. C'est obligatoire le DSM chez les psychiatres en fait. Ils sont obligés de baser leurs critères diagnostiques sur ça. Dans tout le monde, c'est comme ça. Je vais vous lire un petit extrait qui parle du trouble borderline avant d'être reconnu comme trouble borderline. Du coup, c'est par C.H. Hughes. Je sais pas comment il se prononce son nom, je vais l'écrire. C'est un psychiatre américain et lui, il en a parlé en 1884, donc près de 100 ans avant que le trouble soit reconnu. Lui, il nommait déjà borderline certains patients. Donc je vais vous lire. Lorsqu'il est apparu dans la littérature médicale en 1884 sous la plume de psychiatre américain C.H. Hughes, ce terme désignait des patients ayant des symptômes physiques au cours d'affectations psychiatriques. À la même époque, le psychiatre allemand Emil Kraepelin qualifiait de borderline de limite des criminels qui n'étaient ni normaux ni psychotiques. On voit donc d'emblée que pour Hughes, on était dans le chevauchement, tandis que pour Kraepelin, on était proche de la pathologie, mais sans y être complètement. En 1890, le psychiatre américain Erwin Ross utilise le terme borderline pour qualifier des sujets ayant des symptômes psychotiques, mais n'étant pas psychotiques. Cette définition peut sembler assez comparable à la signification que prendra le terme borderline par la suite. En réalité, si l'on examine les cas décrits par Erwin Ross, on doit constater qu'aucun ne serait qualifié de borderline aujourd'hui. Donc voilà, on parlait déjà de borderline au 19e siècle, mais quand il est apparu dans le DSM-5, c'est vraiment en 1980. Avant de parler de troubles de la personnalité limite, donc troubles borderline, on parlait d'état limite. Et l'état limite, comme le disait le psychiatre Adolf Stern en 1938, c'était des patients qui se situent entre la psychose et la névrose, sans jamais être dans la névrose, sans jamais être dans la psychose. Genre vraiment, t'es entre les deux. T'es à la limite des deux. Dans mon livre, j'ai fait un dump d'informations, genre plein d'informations d'un coup comme ça, dont on parle pas beaucoup. Du coup, je crois que je vais vous les lire, ça peut être intéressant. Du coup, ok, ça commence bien. Ça commence bien. Dans le monde, il y a un borderline sur 10 qui décède d'un suicide. Et encore, c'est parmi les personnes diagnostiquées. Le taux de suicide chez les borderline est 50 fois plus élevé que dans la population générale. Bah oui, un des critères diagnostiques en même temps du borderline, c'est les tentatives de suicide et le fait de s'autodétruire, s'automutiler, se faire du mal. Donc voilà, ça suit un peu malheureusement. Environ 1,6% de la population mondiale serait borderline, c'est une estimation. Et 70 à 75% des borderline diagnostiqués sont des femmes. Ça s'explique pas par le fait que borderline ça veut dire femme, que femme ça veut dire borderline. Ça s'explique par le fait que les femmes elles vont plus consulter que les hommes. Voilà. Et les hommes sont sous-diagnostiqués ou mal diagnostiqués par rapport aux troubles borderline à cause de stéréotypes sociaux. Aussi, quand un psychiatre va voir un homme borderline, il va pas forcément le diagnostiquer borderline, il va le diagnostiquer d'autres choses. Je sais pas, peut-être qu'il va le diagnostiquer antisocial. Parce que voilà, il y a des stéréotypes sur les hommes et sur les femmes, malheureusement, pour chaque trouble. Donc voilà. Il y en a qui seront pas diagnostiqués du bon trouble parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, voilà. 50 à 80% des borderline rapportent des traumatismes dans l'enfance. Ça, j'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que les troubles de la personnalité, comme me disait ma psychiatre, souvent ils apparaissent à cause de traumatismes dans l'enfance. Très très souvent, les troubles de la personnalité, c'est causé par des traumatismes. Donc oui, qu'il y ait 50 à 80% des borderline qui rapportent des traumatismes dans l'enfance, ça s'explique. 40% à 50% des borderline arrivent à se stabiliser durant les 2 premières années de traitement. Selon le DSM-5, page 844, le trouble borderline a tendance à s'estomper ou s'améliorer avec l'âge.
Le trouble borderline apparaît le plus souvent au début de l'âge adulte et à l'adolescence. Normal. Environ 85% des borderline dans le monde ont également un autre trouble. Quand tu as un trouble, souvent il y en a un autre qui va apparaître avec parce que, comment dire, ça facilite l'apparition d'autres troubles. Par exemple, quand tu es borderline, comme me disait ma psychiatre, il y a de très grandes chances que tu vas faire des dépressions au cours de ta vie parce que borderline, ça attire la dépression. Donc voilà, ça s'explique aussi. On estime qu'environ 75% des borderline dans le monde ont déjà fait une tentative de suicide. C'est une estimation, mais bon, ça s'explique encore par les critères diagnostiques. Entre 10 et 15% des patients suivis en psychiatrie ambulatoire ont un trouble borderline dans le monde. Ouais, moi je sais qu'il y a beaucoup de borderline à l'hôpital psychiatrique. Moi-même j'étais en hôpital psychiatrique, il y avait plusieurs borderline alors qu'on n'était pas beaucoup. Donc bon. En hôpital psychiatrique, 15 à 25% des patients sont borderline dans le monde. Bah, ça suit. Les borderline rapportent souvent avoir une personne préférée à laquelle ils dépendent émotionnellement. Ça, c'est vraiment moi qui l'ai rapporté parce que j'ai vu sur les réseaux que tous les borderline parlent d'avoir une favorite person. Genre, tous les borderline parlent d'avoir une personne préférée. Moi aussi, j'en ai eu une, c'était mon ex. Et t'es dépendant, tu penses qu'à lui, tu ignores tout le monde pour lui, t'as peur qu'il parle à quelqu'un d'autre, t'es parano, nanana. Genre, vraiment, t'as une personne préférée, tout te passe sur lui et tu le mets sur un piédestal et tu le prends pour Dieu, limite. Donc voilà, genre ça vraiment c'est ce que j'ai remarqué que chez les borderline, c'est pas un critère diagnostique, mais chez les borderline ça revient très souvent d'avoir une personne préférée de laquelle tu dépends émotionnellement. Du coup oui, le trouble borderline peut faciliter l'apparition d'autres troubles tels que la dépression, les troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaire et la toxicomanie. Alors, Marshall Linehan, c'est une psychothérapeute, celle qui a créé la TCD, la thérapie comportementale et dialectique. Thérapie comportementale et dialectique, oui je l'ai bien prononcé. Elle regroupe les symptômes du trouble de la personnalité borderline parce qu'elle est spécialisée en trouble de la personnalité borderline sous 5 catégories. Du coup, les émotions, le comportement, les relations interpersonnelles, l'image de soi et la cognition. Donc c'est déjà dans les critères diagnostiques. Du coup, je vais vous citer quelques thérapies pour le trouble borderline. Du coup, il y a la TCC, thérapie comportementale et cognitive. J'ai un livre sur la TCC d'ailleurs, ça vient de le truc pour les nuls. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez les livres pour les nuls, il y en a un sur la TCC si ça vous intéresse. Au moins c'est simple à comprendre. La TCC en gros c'est... comment dire, modifier tes pensées. Tout te réapprendre en gros. La TCC ça te fait réapprendre. Par exemple, si toi t'as l'habitude que quand on te dit ça te va pas cette tenue, toi tu te dis c'est une attaque en fait, il veut me faire du mal et tout. Bah non, du coup dans la TCC on va revoir ça. On va te dire que quand on te dit que ta tenue elle est pas jolie, c'est juste pour t'aider justement et que c'est positif. Tu vois, on va tout revoir dans la TCC, on va tout revoir ce qui est fucked up quoi. En gros, on va repérer les mécanismes de tes souffrances psychiques et on va tout modifier parce que tout ça c'est cognitif en gros. On va modifier tes pensées, modifier tes émotions, modifier tes réactions à toute chose pour en gros que tu ailles mieux, que tu sois plus stable et pour détruire les cycles vicieux en gros de tes pensées. Voilà. Après, il y a la TCD. Thérapie comportementale et dialectique, celle qui a été créée par Marshall Linehan comme je parlais juste avant, cette thérapie a été créée normalement pour le trouble borderline, mais maintenant ça ne sert pas que pour le trouble borderline que je sache. Après t'as la thérapie des schémas, et après moi un truc qui m'a aidé, mais qui n'est pas une thérapie, c'est juste la philosophie. Par exemple le stoïcisme, sans en abuser. Genre, le stoïcisme, ça se rapproche de la TCC, en fait, je trouve. Parce qu'on modifie tes pensées négatives en les rendant plus optimistes, disons. Ou plus réalistes. Parce que toi, t'étais dans le pessimisme, par exemple. Si je dois vous conseiller un livre de stoïcisme, c'est Méditation de Marc Aurèle. En français, ça s'appelle Penser pour moi-même. Et voilà, c'est un livre où tu travailles complètement sur toi-même pour penser différemment, penser mieux, moins souffrir de tes propres pensées. Et le stoïcisme, c'est vraiment une philosophie qui date de l'Antiquité, hein, avant Jésus-Christ. Donc, pour vous dire que, voilà, ça fait super longtemps, ça fonctionne toujours aussi bien. Et je vais vous parler des 9 critères diagnostiques un à un, ok? On va commencer par la peur de l'abandon. Pour la peur de l'abandon, il y a une théorie, c'est la théorie de Bowlby. Bowlby, il dit qu'un enfant qui a eu des figures parentales présentes pour lui, il va avoir un sentiment de sécurité, il va avoir une stabilité dans les relations interpersonnelles, il va pas dépendre des autres, il va être stable et sécure.
Et à l'inverse, celui qui n'a pas eu des parents présents, bah là vraiment il va dépendre de tout le monde, il va être insécure, il va avoir une peur de l'abandon, ou alors il peut être évitant, soit dépendant, soit évitant, tu vois, mais en tout cas il va pas être stable avec les autres, quoi. Et il va avoir un attachement anxieux, quoi. Du coup, selon John Bowlby, euh, c'est vraiment les premières années de ta vie avec tes parents qui vont influencer la façon dont tu vas être toute ta vie avec les gens. Donc si tes parents, ils ont pas été cool avec toi, s'ils ont été distants avec toi durant les premières années de ta vie, durant toute ta vie, bah tu vas être soit dépendant, soit évitant, mais en tout cas tu vas avoir un attachement anxieux avec les gens, tu vas pas être stable, tu vas pas être sécure, tu vas être vraiment insécure. Et voilà. J'ai noté beaucoup de choses scientifiques, genre sur les dysrégulations, les hyperactivités, tout ça du cerveau, des zones du cerveau. Mais ça va être beaucoup trop long si j'en parle dans cette vidéo. Du coup, je ferai une vidéo spécialement sur les causes scientifiques du trouble borderline, les causes biologiques, tout ça. Parce que là, ça va être trop long sinon. Un deuxième critère, je vais parler des relations instables, des relations interpersonnelles instables. Du coup, il y a une théorie, la théorie de la mentalisation de Fonagy. Et la mentalisation, c'est la capacité à comprendre, anticiper les pensées, émotions et intentions des autres. Et en fait, on dit que les borderline, ils ont un problème dans cette mentalisation justement parce qu'ils perçoivent pas les choses de la bonne façon. Ils le perçoivent d'une façon pessimiste, tout ça parce que ils ont eu très souvent des traumatismes durant l'enfance avec les figures parentales, tout ça. Et ça veut dire qu'ils voient tout comme une attaque, par exemple. Ou alors, comme ils ont été habitués durant l'enfance à avoir une relation intense avec leurs parents, violente, et ben quand ils seront adultes, malheureusement, ils vont rechercher des relations qui leur font vivre la même chose, des relations violentes, des relations où tu te fais maltraiter, parce que tu penses que c'est ça qui est normal, mais voilà. Du coup, dans ce critère, soit tu vas idéaliser les gens alors qu'ils sont horribles, soit tu vas dévaloriser les gens parce que dès là, tu vois d'une façon très pessimiste et c'est ta mentalisation, c'est la façon dont tu perçois les gens. Et voilà, donc ça va varier entre idéalisation et dévalorisation. Ça peut être la même personne que tu idéalises, ensuite tu la dévalorises, ensuite tu l'idéalises, tu la dévalorises. Voilà, c'est instable quoi. Ensuite, troisième critère, on va parler de l'instabilité dans l'image de soi, l'instabilité de l'identité. Il y avait déjà Winnicott. J'ai pas pris note sur Winnicott, mais je me souviens de Winnicott. Du coup, je vais quand même vous parler de Winnicott. Winnicott, il parlait du faux self, du faux soi. Il disait que quand t'étais enfant et que, par exemple, t'étais maltraité, t'avais pas de temps pour vivre, tu devais survivre, voilà. T'as pas eu le temps de te créer ton identité, en fait. En gros, parce que tu devais survivre, t'as eu plein de problèmes de traumatisme durant l'enfance. Et du coup, quand t'as grandi, t'avais pas ta propre identité parce que t'as pas pu t'en créer une durant l'enfance. Et du coup, bah, t'as un faux self, une fausse personnalité. Et encore, elle change tout le temps parce qu'elle est pas stable. Donc, voilà. Moi, j'aime bien ça de Winnicott. C'est un psychanalyste. J'aime pas la psychanalyse, mais ça me parle. Quatrièmement, je vais vous parler de l'impulsivité. L'impulsivité, j'ai pas noté de théorie à propos de l'impulsivité parce que je pense que c'est plus simple à expliquer quand même. C'est que, comme j'ai dit, on a un sentiment de vide chronique. Quand on est borderline, on voit en noir et blanc. Et comme on se sent vide et qu'on vit dans les extrêmes, bah, soit on va faire un truc super cool, blanc, bah, pour se sentir vivre, genre un parc d'attractions par exemple, soit vraiment on va aller chercher dans la drogue, l'alcool, les relations sexuelles à risque, la conduite à risque, genre tu vas foncer sur l'autoroute. Voilà, on va faire des choses assez impulsives sans réfléchir parce qu'on se sent vide, du coup hop, je fais ça. Je fais ça pour me sentir vivre, même si c'est complètement négatif, même si je me coupe le bras, j'ai besoin de me sentir vivre. Du coup, voilà, ça va être ça un peu l'impulsivité chez un borderline. Je vais quand même si j'ai dit que je parlerai pas de cause scientifique biologique, parler de ça parce que ça explique aussi l'impulsivité et j'ai vraiment envie de le préciser. C'est qu'il y a un dysfonctionnement du cortex préfrontal qui est impliqué dans les impulsivités, en fait, dans le contrôle des pulsions. Bah, en fait, normalement, on dit que chez le borderline, il y a un dysfonctionnement du cortex préfrontal, du coup, tu vas être plus sujet aux pulsions. Tu vas moins savoir gérer tes pulsions, tu vas être plus impulsif. Donc voilà. Cinquièmement, on va parler des comportements suicidaires et automutilation, autodestruction. Pour ça non plus, j'ai pas noté de théorie, mais ça s'explique encore une fois par le fait de vivre en noir et blanc, de pas savoir réguler ses émotions. La régulation émotionnelle aussi, ça fait partie du cortex préfrontal et d'autres parties, mais bon, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Et bah, les borderline, ils ont
un dysfonctionnement du cortex préfrontal, donc voilà, pour contrôler ses émotions. En fait, c'est comme les enfants, vous voyez, les enfants, ils n'ont pas le même cortex préfrontal que nous. Du coup, pour eux, bah, ils vont être beaucoup plus émotionnels. On voit les enfants, ils pleurent tout le temps, ou alors ils sont tout le temps énervés. Enfin voilà, c'est pas de leur faute, c'est leur cerveau, il est pas encore terminé. Donc voilà, c'est pareil chez le borderline, c'est pas de leur faute, c'est le cerveau, il est comme ça, c'est tout. Et voilà, donc quand tu vois en noir et blanc, et qu'en plus tes émotions, elles sont instables, et elles sont beaucoup trop fortes, bah, en fait, un petit truc négatif, par exemple, je sais pas, t'as pas eu ton bac, c'est pas un petit truc négatif. Bon, t'as pas eu ton bac, mais t'as quand même une autre chance, t'as les rattrapages, tu peux redoubler. Mais pour eux, non, non, ils voient que le négatif, ils voient que le fait qu'ils ont pas eu leur bac. Et hop, ils vont avoir envie de se suicider parce que c'est la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les comportements euh, suicidaires, ça va être du fait que tu te sens... Quand tu te sens un peu mal, comme... En fait, quand quelqu'un de normal se sent un peu mal, toi, comme t'es borderline, tu te sens extrêmement mal. Donc oui, forcément que tu vas aller plus vers le suicide que quelqu'un de normal. Et en plus, pour les comportements autodestructeurs, bah ça aussi, au lieu de se suicider, il y en a qui juste se mutilent et qui se font du mal. Parce que voilà, il n'y a pas tout le monde qui va avoir envie de se suicider, il y en a juste qui veulent se détruire. Euh, ou alors, il y a aussi l'autodestruction pour se sentir vivre, comme j'ai parlé, le côté impulsif, tout ça. Sixième, l'instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle, en fait, je vous en ai parlé juste avant. Ça s'explique par certaines zones du cerveau. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Je pense qu'on peut louper celui-là et passer directement au septième. Le septième, c'est le sentiment de vide chronique. Du coup, pour le septième, j'ai une théorie. C'est la théorie du déficit de soi de Masterson. Et du coup, Masterson, il dit que le vide ressenti par les borderline vient d'un manque de construction d'un soi stable et autonome. Donc ça rappelle ce que je disais sur Winnicott, le fait que t'as pas pu te créer une identité stable, t'as pas pu te créer une personnalité parce que voilà, t'étais dans le survivre, quoi. Tu devais survivre, tu ne vivais pas normalement parce que tu étais dans un environnement traumatisant avec tes parents, ta famille, tout ça. Ce que j'ai noté, c'est que les borderline, ils ont besoin des autres pour exister parce que leur propre identité, elle est floue. En fait, ils ne savent pas qui ils sont. Donc voilà, tu vas te sentir vivre si t'as pas d'identité. Ça rejoint vraiment le critère identité, quoi. Et du coup, j'ai aussi noté, mais je vous en ai déjà parlé, que te sentir vivre, ça va t'amener à chercher constamment des nouvelles stimulations. Donc la drogue, les expériences extrêmes, tout ça. En fait, un peu tous les critères sont liés dans le trouble borderline. Et que lorsque tu es seul, tu vas te sentir comme éteint ou inexistant, tu te sens vide. Donc, il y a aussi un lien avec la peur de l'abandon, vous voyez, le besoin d'être attaché aux gens, tu as besoin des autres pour te sentir vivre, du coup tu vas être dépendant d'eux. Et huitième critère, la colère intense et inappropriée. Ça va être lié pour moi à l'intensité émotionnelle dont je parle depuis tout à l'heure. C'est que ta colère, elle va être démultipliée par rapport aux personnes normales. Il y a une théorie, non, une étude plutôt. Il y a une étude qui montre une altération des circuits de la régulation de la colère chez les borderline liée à un déficit en sérotonine. Voilà, donc il y a ça par exemple. Il y a la théorie des déficits en contrôle des impulsions de Siever et Davis. Et voilà, on dit qu'un borderline, il peut être beaucoup plus colérique que les autres, mais tout comme toutes les autres émotions en fait. Du coup, je pense que celui-là, on va le passer aussi parce que y a pas grand-chose à dire sur la colère intense en soi. Et le dernier critère, le neuvième, c'est la dissociation et paranoïa transitoire. Il y a la théorie du trauma complexe de Van der Kolk, et sinon, en général, pour parler de la dissociation chez un borderline, parce qu'en fait, un borderline, très souvent, il a grandi avec un environnement traumatisant, il a eu des traumatismes très tôt dans sa vie, et du coup, ça fait qu'il est beaucoup plus sujet à dissocier lors d'une période de stress, parce qu'il va être beaucoup plus stressé que les autres, parce qu'il a vécu dans un environnement stressant. Voilà, et puis la paranoïa, ça va être même histoire, c'est qu'ils ont vécu tellement des choses traumatisantes qu'ils vont avoir peur de tout après. Donc la paranoïa, ça peut venir plus facilement que les autres, parce que t'as vécu des choses inimaginables, donc quand il se passe un petit truc, tu te dis, et si ça se reproduit, et si c'est ça, et si c'est ça. Voilà, tu vas être un peu plus parano que les personnes normales. Et je vais vous résumer quand même le côté scientifique du trouble borderline, genre ce qui se passe dans le cerveau. Mais je ferai une vidéo complète à ce sujet. Du coup, dans le trouble borderline, on retrouve une hypofonction du cortex préfrontal. Hypo, ça veut dire peu, ça veut dire moins.
une activité beaucoup plus légère dans le cortex préfrontal chez un borderline que chez une personne normale. Puis il y a une hyperactivité de l'amygdale qui va gérer les émotions. Donc tu vas avoir des émotions beaucoup plus fortes. Et pour le cortex préfrontal, quand je dis tu as une hypofonction, le cortex préfrontal il est lié aux émotions et à l'impulsivité. Ça veut dire que tu auras moins de contrôle de l'impulsivité si tu as une hypofonction du cortex préfrontal. Et aussi, comme je parlais du stress, de la dissociation, en fait, dans le trouble borderline, on trouve une hyperactivité du HPA, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, c'est un axe, et ce qui cause une augmentation du taux de cortisol, donc du stress en gros, parce que c'est l'hormone du stress, le cortisol, donc tu vas avoir plus de stress, donc comme tu as une hyperactivité dedans, bah, ça fait que oui, tu vas être plus simplement dissocié que les autres personnes. Parce que la dissociation, elle est causée par le fait de stresser intensément. Voilà, je pense avoir dit pas mal de choses sur le trouble borderline pour une première vidéo. Du coup, je prépare la deuxième vidéo qui va vraiment être axée biologique, tout ça, épigénétique, scientifique, pour expliquer le trouble borderline. Et je vous dis bisous, à la prochaine.